Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Et comme vous l'avez vu dans le programme, on va parler aujourd'hui de Docteur 2.0, où est-ce qu'on va et quelle est la plateforme, quel est le programme. Je vais avoir trois parties. Tout d'abord, l'Internet. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu hier. En fait, il y a quelqu'un ici qui s'appelle René et qui vient de Hollande. Et il m'a dit que quand il est arrivé Gare du Nord, il y avait une queue énorme pour les taxis. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ce même genre de problème. Et donc, il a tweeté Docteur 2.0, je suis en train d'attendre un taxi. Et Tim Lloyd, il a vu ce tweet. Finalement, ils ont partagé un taxi. Donc, Internet, c'est partout. On va parler de la santé sur Internet. Et voilà ici les deux, un petit nuage du programme. Ça, c'est une photo intéressante. Est-ce que vous l'avez déjà vue? En fait, c'était un piège, ou disons un montage, c'était l'avenir, soi-disant, en 2004. En fait, c'était un ordinateur qui avait été compacté, en quelque sorte, pour être mis à bord d'un sous-marin. Mais les gens, à l'époque, pensaient que c'est à ça que ressemblerait 2004. Et en fait, ils avaient tort, évidemment, mais on sait bien qu'on ne peut pas vraiment prédire l'avenir, et surtout avec Internet, parce que ça va tellement vite. Il y a ces millions de connexions. Et évidemment, l'Internet, c'est intéressant, mais l'Internet, c'est aussi des gens. Nous avons des gens dans la salle qui viennent de 20 pays différents. Et avec Google Data, c'est intéressant de voir ce qui se passe depuis la fin des années 90. Et on voit bien un décollage depuis 98 de l'usage d'Internet, tous les pays développés évidemment, et évidemment en Inde, en Algérie, en Côte d'Ivoire, c'est en dessous de la moyenne. Et on voit aussi que la Suisse et les Pays-Bas sont tout en haut du classement. Vous avez sans doute vu le livre Cloud Train Manifesto qui évoquait le besoin d'une conversation globale avec des gens qui s'intéressent à ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens de communautés qui sont présents à cette conférence, qui suivent sur Twitter. Et c'est en fait ce livre qui a été écrit en 99 est de donner véritablement une définition des réseaux sociaux, avant même le 2.0. Pour passer en revue les 10 dernières années, on peut évidemment évoquer Wikipédia, qui est à peu près en numéro 7 ou 8 des sites les plus consultés, à la fois par des professionnels et des profanes. Et on sait qu'il y a 9 millions de visites par heure sur Wikipédia et plus de 3 millions d'articles en anglais. En fait, la langue la plus utilisée après l'anglais, c'est l'allemand, puis ensuite le français et l'italien. Ce qui n'est pas en fait représentatif de la part tenue par chaque langue sur Internet, mais ça reflète bien la générosité des volontaires qui se chargent de ces rédactions.
Alors Facebook, vous savez que le 20 avril, Barack Obama s'est rendu à Californie pour rencontrer Mark Zuckerberg et Zuckerberg est sorti de n'avait pas son survêtement pour une fois. Et puis quelques mois plus tard, et bien évidemment, Monsieur Sarkozy s'est empressé de rencontrer Mark Zuckerberg à Deauville. Voilà ici les usages de Facebook. On pense que ça ira jusqu'à 1 milliard l'an prochain. Ça ralentit un petit peu dans les pays développés parce que ça atteint déjà quasiment 50-60% d'utilisateurs, mais il y a encore pas mal de marge de croissance. Et au moment où nous parlons, il y a 2 milliards de messages, de posts qui sont en cours de transfert. Quand on se demande si on doit se mettre sur Facebook, la réponse paraît évidente, puisque c'est une histoire de relations aussi. Vous allez sans doute rester amis avec les gens que vous allez rencontrer. Un mariage sur 5 est attribué à Facebook. Il y a un divorce sur 6. YouTube, là encore, ça n'a que 6 ans d'existence et pourtant, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche après Google et c'est pourquoi ça appartient finalement à Google. Donc 3 milliards de visites par jour et il n'y a que 2 milliards de personnes qui utilisent l'Internet. Donc finalement, on regarde en moyenne une vidéo et demie par jour. Et Twitter, dont les gens disaient que c'était trop compliqué, et 140 caractères, c'est trop contraignant. C'est ce qu'on disait en France, par exemple. Et finalement, Twitter, c'est le 13e site en France et dont Huffington Post, on a vu que Twitter correspond à 1 milliard de tweets par semaine. Les portables, autre chose absolument remarquable, c'est vrai que ça existe depuis 20 ans, mais en France, les gens appellent ça Théou, parce que le Théou, il nous suit partout. Et pour revenir aux changements radicaux, lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple et il a inventé l'iPad, il a vraiment écrit une page de l'histoire. Et finalement, c'est sorti il y a 1 an de cela, au moment de notre précédente conférence, et ça a complètement décollé. Ce qu'on voit en gris en bas, c'est l'iPad. C'est l'iPod, l'iPod, et puis l'iPod a été complètement dépassé par l'iPhone, et puis lui-même supplanté par l'iPad. Mais évidemment, tout cela, c'est pas une histoire d'équipement ou de matériel, c'est une histoire de relations humaines. Et on voit bien que le monde est dominé par ceux qui utilisent les médias sociaux, les téléphones portables, les applications. Pour la partie santé, que se passe-t-il? Il y a une majorité de médecins qui pensent qu'Internet est essentiel pour leur travail, pour leur pratique. Et si ce n'est pas le cas au Bangladesh, par exemple, c'est simplement parce que les gens n'ont pas accès à Internet. Et en Inde. On voit bien que ça arrive même jusqu'à 80% en Hollande. Donc les médecins, ils se servent des ordinateurs, mais que font-ils avec? Je ne sais pas si vous connaissez ce site UpToDate, Victor. Je suis sûre qu'à la Mayo Clinic, quasiment tout le monde y est abonné.
Il y a plus de 9000 sujets, 17 spécialités médicales. Et ici, vous voyez qu'on a une explication des recommandations officielles. En Europe, la plupart des recommandations cliniques sont sous forme de PDF de plusieurs centaines de pages et ce n'est pas utilisable. Alors qu'ici, avec cette encyclopédie, c'est praticable. Les médecins adorent aussi les applications qui leur permettent de mieux lire un électro, par exemple, ou même, dernière application, des applications qui permettent de voir tout de suite s'il y a un AVC en cours ou pas. Et ça peut se faire maintenant sur un iPad. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien auprès de la communauté médicale. Et que font les médecins? En fait, ils sont en train de faire des courses, ils achètent tous des iPads. Parce qu'ils veulent l'avoir avec eux tous les jours au travail. Et au travail, ils l'utilisent pour accroître leurs connaissances médicales, avoir accès à des dictionnaires, des encyclopédies. Et finalement, 4 médecins américains sur 5 a soit acheté, soit envisage d'acheter un iPad. Et on a d'ailleurs quelque chose c'est quelque chose qui se retrouve partout dans le monde. Alors, on utilise par exemple l'iPad avec des codes barres pour s'assurer que c'est le bon patient en Israël. On donne des conseils à la maison sur les interventions chirurgicales. Et donc, même si le chirurgien n'est pas en salle d'op, il peut peut-être donner des conseils. Il y a même un hôpital au Québec où on utilise l'iPad pour les dossiers médicaux électroniques. Et les patients, que font-ils dans tout cela? Eh bien, eux aussi, ils utilisent l'Internet, autant que les médecins d'ailleurs, peut-être 10% de moins, mais évidemment tout autant quasiment que les médecins et les patients. À 60% de par le monde utilisent Internet. Et vous voyez ici en vert, ça représente 15 pays. C'est une étude indépendante faite par Bupa. Donc 60% des patients disent que oui, de temps en temps, lorsqu'ils ont une inquiétude en termes de santé, ils se rendent sur Internet. Et que font-ils? Eh bien, ils essayent de trouver des informations sur leur pathologie ou sur des informations médicales de manière générale. Ils essayent aussi de savoir quelle est l'expérience d'autres patients, recueillir des informations sur les hôpitaux et les médecins, et puis des réseaux sociaux pour la santé aussi. Bon, ça existe moins, donc c'est moins utilisé. Et les patients on dit qu'ils ont tendance à exagérer lorsqu'ils rendent compte de la qualité d'un médecin. On nous a dit aussi que les hôpitaux ne pouvaient pas avoir vraiment une bonne évaluation. Que ça ne marcherait pas. Et quand on regarde les communautés, c'est vrai que Patients Like Me, c'est un super exemple de collaboration. Je crois qu'il y a à peu près 350 millions de personnes qui utilisent ce site. Il n'y a que 100 000 patients finalement dans cette communauté. Mais c'est assez faible finalement par rapport au potentiel. En France, il y a un forum qui s'appelle Doctissimo qui réunit des millions de personnes. Et dans la partie news, il y a déjà 2 millions de commentaires. Finalement, les gens sont plus tentés par le chat sur les forums que par le fait de donner leurs informations médicales comme sur Patients Like Me.
Et je crois que, comme quelqu'un l'a dit, il est temps que les médecins de famille se saisissent des médias sociaux. On voit cela, par exemple. Cette femme qui veut parler de sa pathologie avec son médecin et avec d'autres patients. Et lui, le médecin se dit, mais comment est-ce que je peux trouver le temps de faire tout cela? Et d'ailleurs, l'AMA, l'Association médicale des médecins, décourage les médecins d'avoir cette interaction sociale avec ses patients sur des médias sociaux. Et d'ailleurs, on a la même chose hier, hein, et on a entendu quelqu'un dire qu'il ne fallait pas avoir des amis sur Facebook, des amis qui soient des patients quand on est un médecin. La sécurité, qu'est-ce qui se passe si il y a un piratage du compte? Qu'en est-il de la protection des données personnelles, du médecin, du patient, du temps que cela prendrait? Heureusement, il y a quand même des gens comme Gilles Friedman qui travaillent sur la médecine participative. Et c'est un mouvement qui permet à des patients en réseau de devenir des gens tout à fait responsables et en charge de leur santé. Et ça marche très bien, ce genre de mouvement aux Pays-Bas. Et là, 31% des médecins pensent qu'en effet, ils peuvent avoir ce partenariat avec le patient. Le taux le plus faible était de 5% dans un pays que je ne nommerai pas. Yann Geisler, il est oncologue, il est un patient atteint d'un cancer et qui s'intéresse à la compliance des patients. Et ça, c'est quelque chose que Cathy Apostolitis a souligné. Elle a assisté à un séminaire international à Salzbourg qui a demandé aux médecins de partager les décisions importantes avec les patients. Nous avons également Brian Vartapedian qui a un blog très intéressant. Il est basé au Texas. Il est gastro-entérologue et il est devenu une force de proposition des médias sociaux et il a expliqué pourquoi ça pouvait être aussi important dans les relations avec le patient. Juan Fernandez va nous expliquer pourquoi l'hôpital universitaire de Barcelone a fait autant de choses avec les médias sociaux. Et nous avons également la chance d'avoir parmi nous Lucien qui va nous parler de Radboud, qui est un exemple de petite communauté qui a été créée pour aider les patients atteints de cancer. Et tout ceci peut être suivi par hashtag. Il y a un site web où il y a un très grand nombre de particiens. Vous créez un hashtag et vous pouvez le créer. Vous pouvez le créer pour créer des rencontres en ligne et dire ce hashtag va se retrouver sur Twitter à telle heure. Et donc, les gens se réunissent. Ainsi, c'est ce que nous avons fait avec Docteur 2.0. Alors, ce que j'espère pour nous, ce que je souhaite, c'est d'être tous partenaires sur les contenus, les communautés de façon mobile par l'innovation. Cela requiert de l'écoute, comme avec Fred tout à l'heure, cela requiert de l'action, comme lorsque vous vous êtes levé, et l'interaction, comme ça va être le cas aujourd'hui avec les questions et les débats que nous allons avoir. Nous sommes très fiers de cette planche. Vous pouvez l'admirer. J'avais des difficultés à essayer de voir quel devait être le contenu, le manifeste, et je me suis dit, je me trompe, ce n'est pas à moi de le faire, ça doit être un effort collaboratif. Et donc, nous proposons qu'au bout du compte, à la fin de la journée, nous prenions quelques minutes pour discuter de ce que pourrait être le contenu de ce manifeste, et puis nous poursuivrons en ligne sur le thème général qui sera l'amélioration de la collaboration entre médecins et praticiens. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler du programme. Je vais
vous l'expliquer maintenant que j'arrive à bien manipuler la télécommande. On va essayer de trouver un terrain d'entente, un terrain commun. Vous allez écouter Bertalan Mesko qui va nous parler de la situation. Ensuite, nous aurons une table ronde dont l'un des participants sera francophone. Il y aura de la traduction. Il y aura des personnes dans la salle qui portent un T-shirt avec le titre de la conférence qui vont vous distribuer les casques. Ensuite, nous aurons une session sur les hôpitaux, les médecins, les patients, commençant avec Radboud, et puis la clinique Mayo, et puis une table ronde. Et après le déjeuner, nous parlerons de la participation des autorités publiques. Et puis, nous parlerons d'un système européen intégré qui associe la télémédecine et les médias sociaux. Et puis, nous terminerons avec une table ronde pharma. Il n'y a qu'une chose que je peux vous dire, c'est faisons en sorte que la conversation puisse commencer. Merci beaucoup.